Bonjour et bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box. Mon nom c'est Nadia. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété alimentaire. Pourquoi? Parce que je vis ça depuis des années et je viens tout juste de me l'avouer, de le réaliser. Le premier sujet, c'est les épiceries. Je déteste profondément faire l'épicerie. Pour moi, c'est une source d'anxiété énorme. Il y a plusieurs aspects que j'aime pas faire l'épicerie. On parle davantage des gros centres, des supermarchés finalement québécois. Je trouve ça anxiogène parce qu'il y a beaucoup de monde bien souvent. Puis ça va quand tu as une grosse épicerie à faire pour une famille, mais quand tu as 2-3 choses à acheter quand tu es toute seule, rentrer là-dedans, là, c'est une bouffée d'anxiété énorme. Ça, c'est sans compter si, mettons, t'es rendu à la fin de l'épicerie, puis là, tu dis, ah, finalement, j'aurais peut-être besoin d'un piment qui est au début de l'épicerie, des choses comme ça. L'anxiété aussi de l'overstimulation. Moi, personnellement, bon, je fais de l'anxiété généralisée, mais je suis vraiment facilement stressée par la lumière, les sons. Donc, ce qui fait que quand je rentre, évidemment, il y a toutes les lumières. Il y a la musique, il y a les gens, il y a la chaleur. Il y a le fait aussi que c'est assez central, c'est qu'on voit pas les aliments, on voit les marques bien souvent. Évidemment, ça s'applique moins que dans les fruits et légumes, mais dès que je rentre dans un allée, moi, je vois pas des aliments, là. Je vois une quantité phénoménale de marques qui me disent « Hey, attrape-moi! Hey, attrape-moi! » Puis j'arrive pas à visualiser qu'est-ce que je pourrais cuisiner, parce qu'évidemment, c'est sans compter toute la bullshit qu'on peut nous raconter par rapport, bon, ben, il faut pas que ça soit, il y ait du gluten, il faut que ça soit santé. Donc, je me mets à lire en arrière ça finit plus, ça me fait capoter. Mais pour moi, c'est vraiment une source d'anxiété, si ce n'est même de trouver du stationnement. Maintenant, les stationnements, ça me fait capoter. À côté de chez moi, il y a des stationnements des handicapés, des personnes âgées. Après ça, pour les femmes enceintes. Puis finalement, tu commences à avoir du stationnement dans le fond. Ça, c'est comme, je sais pas, c'est vraiment typiquement canadien, là. On met toutes les minorités, si je peux dire, ou les personnes marginalisées au début. Là, tu fais quoi? La prochaine étape, ça va être les personnes non-genrées, ils vont avoir leur stationnement. C'était différent quand j'étais jeune. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on allait entre autres au Super C. Et puis, on voyait des aliments, il y avait beaucoup plus d'aliments en vrac, les lumières étaient beaucoup plus tamisées, il y avait moins de stimulation. C'est certain que je vais rechercher des épiceries qui sont plus petites, mais il n'y en a pas tant dans mon quartier. Heureusement, thanks God, la livraison est arrivée. Je suis une grande consommatrice de livraison. Pour moi, ça enlève tout le côté anxiété de devoir magasiner dans une grande surface. Maintenant, la cuisine. Là, j'entends déjà les bons pensants dire « Ah, c'est le fun de cuisiner, c'est facile, moi c'est une passion, c'est pas compliqué, voyons donc, viens, je vais te montrer. » Si on le regarde d'un certain angle, ça peut être juste ça, mais si on le regarde d'un autre angle, ça peut être plus complexe. On s'entend là, on parle de s'alimenter, de manger, mais entre le moment où la graine est plantée dans la terre versus que je la mange, il y a beaucoup plus d'étapes. Puis là, évidemment, je skip toute la partie où, comment dire, on fait pas pousser, pour la majorité, on fait pas pousser nos fruits et légumes. Donc, ça commence souvent à l'épicerie. Pour moi, c'est très anxiogène cuisiner. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étapes si on pense uniquement à l'organisation des repas. On vit dans une société, je vis dans une société où je me suis mis énormément de pression, c'est-à-dire beaucoup alimentée par mon entourage, les médias jusqu'à un certain point, du foodie. C'est-à-dire, ah, mais là, il faut de la variété, il faut de la couleur dans son assiette, il faut manger local, il faut pas que ça soit super emballé, il faut manger santé, il faut pas qu'il y ait de gluten. Puis là, t'es comme inondé de livres de cuisine, t'es inondé d'émissions de cuisine, les médias sociaux, Instagram, regarde le bon petit repas que j'ai fait. Mais dans les faits, dans la réalité, est-ce que c'est si simple que ça? Puis moi, cette pression sociale-là, moi, je me sens très détachée de cette réalité-là. Puis cuisiner, c'est vraiment une grosse source d'anxiété. Beaucoup dû aussi dû à la variété. Quand je vais à l'épicerie, justement, il y a beaucoup d'aliments. Moi, je sais pas, moi, j'ai mes parents qui me contaient qu'à l'époque de leurs grands-parents, donc peut-être dans les années 20-30, il y avait quelque chose comme 8 aliments qu'ils cuisinaient. Donc, c'était la saison aussi des récoltes. Ils mangeaient souvent la même chose. Il n'y avait pas une tonne d'épices, une tonne d'huile. C'était passablement simple. On y allait avec les moyens du bord, avec des patates, des pommes de terre, etc., des carottes. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une foule d'aliments que je dois toutes les utiliser au nom de la variété puis de la santé. On n'est pas genre, je vais manger une carotte
je vais manger un morceau de pain. Non! Ta carotte, il faut qu'elle soit apprêtée, il faut qu'elle soit cuisinée, il faut qu'il y ait des assaisonnements, il faut que ça soit bien présenté, comme là, depuis à peu près 5-10 ans, là, la mode de comment présenter bien ses assiettes. C'est très difficile pour moi de me retrouver là-dedans. Je vais vous parler maintenant du slow food. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de slow food? C'est qu'il y a à peu près un an, moi puis mon partenaire de vie, on a décidé de faire un voyage pour nos 5 ans, puis on a choisi l'Italie. Puis une des motivations de ce voyage-là, c'était entre autres motivé par un des films ou livres qui s'appelle Mange, Prix, Aime. Mais également, moi, je cherchais une destination pour bien manger. Puis, je vais aller vous chercher un livre que j'ai acheté. Une grosse brique. On va déguster l'Italie. Une grosse brique qui est l'équivalent pour la France. Ce livre-là parle vraiment en détail de toute l'alimentation de l'Italie, région par région. On va parler de chaque aliment, comme l'olive, le citron, etc. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Pourtant, on pourrait se dire que ça pourrait créer de l'anxiété, mais non, moi, ça m'a vraiment permis de sentir l'importance de l'alimentation en regardant aliment par aliment, regarder l'essentiel et non aller dans la recette. Puis étrangement, quand je me suis mis à lire sur l'Italie, j'ai appris que finalement le mouvement slow food venait de cette région-là. Et puis, il disait que c'était le berceau du slow food. Et puis, ça semble vraiment être orienté beaucoup sur manger local. OK, fine, c'est un bon point. Par contre, moi, le slow food, je dirais que j'ai envie de l'extensionner, de dire pas manger beaucoup d'aliments et des aliments de qualité. J'ai le goût de pousser plus loin le slow food. Finalement, j'ai pas été en Italie. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre passeport la veille avant de partir. C'est le genre d'affaire que tu veux pas qu'il arrive, nous, ça nous est arrivé. Bref, on n'est pas allé en Italie, mais la base de notre voyage, c'était l'alimentation comme vecteur de voyage. Autre petite parenthèse, une personne qui a vraiment changé ma vie, c'est Daniel Pinard. Daniel Pinard, qui est une personnalité publique, qui a fait plusieurs émissions de cuisine à la télévision québécoise, puis qui a fait également des livres, etc. Cet homme-là a vraiment changé ma vie at large. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, il y a une formation de sociologue, a commencé à parler de l'alimentation d'un point de vue sociologique. Donc, on allait voir, par exemple, les fermiers, on s'intéressait à la nourriture. Donc, ça, je pense que c'était nouveau à cette époque-là. Puis, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui disait souvent, parce que les personnes qui appelaient à la télé demandaient c'est quoi la recette que tu fais comme plat, et lui répondait, regarde, c'est pas compliqué, là, si t'aimes le sel, tu mets du sel, si t'aimes pas ça, t'en mets pas, c'est pas plus compliqué que ça. Ça peut paraître banal, mais moi, cette phrase-là veut tout dire. Elle a vraiment changé ma vie a vraiment bifurqué. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que... Peut-être monter ça un petit peu. Je me suis rendu compte que dans la vie en général, les recettes étaient vraiment très présentes. Je m'attendais toujours à avoir des recettes. Est-ce que c'est dû à cause de l'école qui nous disent tout le temps les procédures à faire? Mais moi, j'attendais toujours à avoir des recettes. Puis là, dans le fond, dans ce message-là, qu'est-ce que j'entendais? C'était comme, gars, si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, mets-en pas, c'est pas grave, là. T'sais, on parle pas de pâtisserie, parce que là, c'est vraiment plus au niveau de la science alimentaire. On parle de vraiment juste mettre du sel. J'accordais beaucoup d'importance aux recettes. Et puis, même les autres sphères de ma vie, j'attendais tout le temps qu'on me dise les procédures, comment il faut faire pour être la fille parfaite. Mine de rien, je me rends compte tout doucement que j'ai plus l'anxiété de performance que je pensais, puis ça s'applique même au niveau de l'alimentation. Je veux performer ma vie, je veux performer ma bouffe. Un peu plus tard, il va y avoir Aladistasio qui va avoir poursuivi. Là, on n'entend plus vraiment parler, mais Daniel Pinard, pour moi, c'est vraiment une personne exceptionnelle qui a vraiment changé ma vie, qui a permis d'apaiser l'anxiété alimentaire, puis de voir ça d'une nouvelle perspective. J'ai envie de parler d'industrialisation et de sensorialité alimentaire, que je me mets quand même assez vulnérable parce que c'est pas quelque chose que je suis fière, mais c'est à croire que je suis seule. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé dans une école de cuisine. Puis, dans mon temps de pause, je suis allée regarder toutes les épices qu'on pouvait avoir dans le garde-manger. Donc, je sentais, je goûtais. Il y avait plein d'épices que j'ai découvertes comme ça. J'ai tombé sur la moutarde. Et j'étais perplexe parce que moi, la moutarde que je connaissais, c'était cette moutarde-là. Je ne savais pas que la moutarde venait d'une graine. C'est fucking weird. Le deuxième exemple, ça s'est passé ce matin. Je disais à mon partenaire de vie,
Chérie, le jambon que tu as acheté il est vraiment bon. Et il me répond, ouais, ben avec l'inflation ces temps-ci, le porc, c'est pas mal juste la viande qui est accessible au niveau du prix. Je lui ai répondu, ouais, mais le jambon, ça vient du cochon. Et devinez sa réponse, ouais, mais c'est parce que le cochon, c'est un porc. Je ne le savais pas. Comme l'histoire de la vache du taureau, là, il y a des choses comme ça que je ne sais pas. Ça, ces deux exemples-là, je ne sais pas toute la bouffe, elle vient de où. Évidemment, quand je vais à l'épicerie et que je vois ma tranche de poulet, je vois pas le poulet, je vois une tranche de poulet. Je vois une tranche de blanc qui coûte bon. That's it, that's all. Ça, c'est des exemples pour montrer la relation qu'on peut avoir avec les aliments. Jusqu'à quel point on est reconnaissant ou qu'il y a un aspect sensoriel avec les aliments. Pendant longtemps, dans mon garde-manger, je transfitais tous les aliments dans des contenants transparents pour voir l'aliment. Donc, l'alimentation me stresse vraiment à l'os. Puis là, je parle même pas d'un paquet d'autres facteurs. S'organiser. Pour moi, là, c'est un casse-tête épouvantable. Qu'est-ce que je mange? Je fais les épiceries. Ouais, mais il y a les prix. OK, fine. Là, j'ai comme une grande cuisine, parce qu'au Québec, on est fort. Pour ça, on a des grandes cuisines, des gros mastodontes de frigo. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est essentiel. Il me semble que les gens que j'ai vus qui cuisinaient le plus, des fois, ils étaient dans des petits appartements à Paris, par exemple. Faut que tu les coupes. Tu as plein de façons de couper tes aliments. Là, il y a tout l'aspect cuisson. Tu peux les faire à la vapeur, tu peux les faire rôtir. Il y a plein de façons de le faire. Là, il y a un ordre dans tes choses que tu dois faire. Il y en a qui sont capables de faire 3 choses en même temps. Il y a l'aspect de ne pas gaspiller. Tu as besoin d'une telle quantité pour faire une recette, mais on t'en offre à l'épicerie 4 fois plus. Il t'en reste. Faut pas que tu le gaspilles. Faut que tu penses à le réutiliser dans une autre recette. Donc, il ne s'agit pas juste d'assembler, il ne s'agit pas juste de couper, il s'agit de tout arrimer ces étapes-là. Puis là, tu peux rajouter à ça, ben ouais, mais là, il y a des dates d'expiration. Il y a qu'est-ce que ta famille mange? Est-ce que tout le monde mange la même chose? Parce que là, c'est à la mode. Oui, mais moi, je mange ça, mais moi, j'aime pas ça. Ça peut être un autre élément qui peut être une anxiété. Ça peut être le temps. Moi, c'est pas si pire, j'en ai beaucoup de temps. Ça peut être le temps. Ça peut être le souhait de faire plaisir aux autres, à la société. Là, actuellement, je suis en train de préparer un voyage en van, minimaliste, donc dans un Dodge Caravan. Et puis, j'ai pas beaucoup d'espace pour apporter tout mon équipement pour cuisiner. J'ai pas beaucoup d'espace pour mettre de la nourriture. Fait que là, ça m'a fait réaliser qu'entre autres, ben là, j'ai pas beaucoup d'eau que je peux apporter. Au niveau de l'électricité, tout est minimaliste. Donc, j'ai besoin de faire des choix. Donc, je n'ai pas le luxe d'une grande cuisine. Je me demande si tout ce qu'on a est vraiment essentiel. Ça me fait réaliser qu'en voyageant, puis peut-être que certaines personnes qui font du camping ou font de la survie en forêt vont être témoins, vont savoir de quoi je parle. C'est que tu es en format minimaliste. Tu maximises tout. Donc, il y a beaucoup de deuil que tu fais au niveau alimentaire. Donc, je suis un petit peu dans ce processus-là, au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'eau. Mais en même temps, ça me calme énormément parce que je me sens pas trop embrouillée d'un grand frigo, de plein d'outils. Je me dis, c'est quoi l'essentiel? C'est de me nourrir. Et ça me donne le feeling que, tu sais, les animaux, là, c'est quoi qu'ils font? Ils mangent, ils se reproduisent, ils pensent à leur sécurité. Ils ont à peu près 3 activités principales. Donc, leur énergie va toute là. Honnêtement, si, genre, une certaine époque de ma vie, j'avais plus de temps, je pouvais prendre 30 à 40% de mon temps à juste gérer l'alimentation. À ce moment-là, je ne gaspillais pas. À ce moment-là, tout était efficace. Puis aujourd'hui, dès que on est overstimulé, moi, ça me fait capoter. On passe aux médias sociaux, on travaille, les enfants, les gardes partagées. Tu veux avoir des loisirs, tu veux voyager, on est overstimulé. Fait que comme les priorités de l'alimentaire puis de se loger, on dirait que ça peut devenir secondaire. Tu sais, souvent on entend dire « Oh, les gens, ils prennent pas le temps de cuisiner. » Je le comprends et je suis d'accord. J'ai l'impression que ça va plus loin que ça. De vraiment prendre le temps, c'est que ça soit carrément une priorité. Et pour faire une priorité, il faut faire des deuils. Et moi, c'est ça que j'arrive pas à faire. Puis évidemment, je me dis « Ouais, mais là, tu sais, j'ai le goût de faire partie de la game, de la société. » Puis la société, ben, le monde, ils prennent des vacances. Les gens, ils vont au restaurant, ils voient leur famille. Les gens, ils ont des loisirs. Fait qu'évidemment, j'ai le goût de faire partie de la gang. J'ai le goût de suivre les dictats sociaux à quelque part. Puis là-dessus, je parle pas de la conservation. Je vais faire un petit tronçon par rapport aux banques alimentaires au Québec. Beaucoup de gens se tournent vers les banques alimentaires dû, entre autres, à la grande inflation. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai été quand même assez souvent dans les banques alimentaires. C'est une période assez intéressante dans la mesure où
j'étais très, très focus sur la base m'alimenter. Évidemment, quand tu deviens comme pauvre ou tu as accès à des banques alimentaires, c'est des choses que tu penses la conservation pour pas gaspiller parce que chaque ressource est vraiment essentielle et importante dans ta vie, là. Encore deux petits aspects que j'aimerais parler. Il y a quelque chose que j'ai horreur dans la vie, c'est de tout psychiatriser, OK? Je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais tu sais, souvent, on va parler de troubles alimentaires, on va parler d'anorexie, on va parler de boulimie. Personnellement, j'ai jamais eu ces troubles-là. Seule chose, peut-être, tu sais, je mange mes émotions puis je grignote beaucoup. Je sais pas jusqu'à quel point les gens qui vont vivre des troubles alimentaires officiels comme la boulimie, l'anorexie, ils peuvent avoir une relation avec ça. Mais par contre, je trouve que c'est des sujets qu'on devrait quand même souvent parler, de revenir à la base, puis j'aimerais ça qu'il y ait moins de variété. À la limite, la pandémie, l'inflation aura peut-être ça de positif. Finalement, j'ai développé des trucs avec le temps, mais c'est assez récent. D'abord, quand j'ai réalisé que j'avais de l'anxiété alimentaire, j'en ai parlé avec mon partenaire de vie, puis dans le fond, on a décidé qu'on échangerait les rôles, c'est-à-dire moi, je m'occupais évidemment beaucoup des choses relatives à l'alimentation, puis on a inversé les rôles, ou que c'est mon partenaire de vie qui s'en occupe. Donc, on parle de faire les épiceries, de faire l'épicerie et de cuisiner. Moi, je m'occupe plus de la vaisselle, etc. après. La livraison. La livraison, quelle belle invention! Honnêtement, quand Amazon va arriver avec l'épicerie, c'est clair que je vais être une première cliente. En partant, je dois acheter 80-90% de mon stock sur Internet. Pourquoi? Parce que les magasins, tu sais, dans le fond, je disais tantôt, les épiceries, il n'y a plus la relation. Mais dans le fond, ça s'applique dans les grandes surfaces, dans tous les magasins. À moins d'une fois par année, je m'en vais au marché public pour faire cute, là. Il n'y a plus de relation. Fait que pour moi, là-dessus, je suis vraiment pro-livraison, pro-achat en ligne. Ça enlève toute l'étape désagréable industrielle de magasiner. Sinon, tu sais, évidemment, quand tu vas à l'épicerie, tu peux avoir ton aliment brut, c'est-à-dire tu peux avoir ton piment, mais il y a les aliments préparés. Donc, on parle du surgelé. Mais moi, ce que je préfère, c'est la cuisine d'assemblage. C'est-à-dire, c'est les aliments pré-coupés. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, là, mais tu as une braquette, par exemple, avec tous tes légumes coupés. Donc, je peux assembler les choses. Pour moi, c'est salutaire. Je ne suis pas une grande fan de congé, mais je pense que c'est très populaire auprès de plusieurs, le congé. Puis, évidemment, avec l'inflation, c'est difficile de se tourner vers ces options-là parce que là, tu revisites tes choix, puis là, tu te dis, ouais, mais là, ça coûte plus cher. Quand il y a une étape dans la production de rajouter, ça coûte plus cher. Et puis, l'autre chose, évidemment, nous autres, on est des grands consommateurs de restaurants. Là, on a diminué avec l'inflation. On a... Je me suis fait une petite liste vraiment de base, là. Mais c'est vraiment, genre, mettons, 20 aliments que je peux faire, mais des pâtes, des sandwichs, des 3-3. Des 3-3, là, c'est facile. C'est comme un féculent, un légume, puis une protéine. Nous autres, on mange de la viande. Donc, on alterne poulet, viande, on alterne ces trois-là, puis on change les sauces. Mais pour nous autres, on a l'impression que c'est de la variété. J'en parlerai pas aux autres. On dirait que c'est super mal vu. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à faire un thumbs up, vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui parle de différents sujets, mais toujours dans l'optique de penser en dehors de la boîte, d'aller avec des sujets qu'on ne parle pas souvent. Donc, au plaisir!